Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Nathalie Van den Broek, qui est conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Elle viendra nous détailler les enjeux d'un éventuel traité international sur la pollution des plastiques. Notre débat, il portera sur les nouvelles constructions immobilières dans nos villes, comment les financer, comment revaloriser les immeubles existants, comment faire cesser l'artificialisation des sols. Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble les baskets, les sneakers Mood Walk faites à base de maïs non alimentaire. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence, c'est Nathalie Van den Broek. Bonjour, bienvenue. Vous êtes donc conseillère au Conseil économique, social et environnemental. On va parler ensemble de ces enjeux majeurs de la pollution plastique dans le monde, avec peut-être un constat pour commencer. La durée de vie moyenne d'un plastique, enfin, c'est quoi? C'est quelques mois, c'est moins d'un an? Ça a été calculé, ça? Bonjour. Alors, quand on parle de plastique, c'est vrai qu'on a différents chiffres qui nous viennent en tête. Déjà, il faut savoir que les produits plastiques, 81% des produits plastiques qu'on utilise sont transformés en déchets en moins d'un an. Donc, c'est un matériau qui est quand même assez utilisé rapidement. Et donc, eh bien, on le retrouve de plus en plus dans la nature, évidemment. On voit ces images de quantité de plastique qui sont dans les océans. 85% des déchets que l'on retrouve dans les océans, c'est du plastique. On en retrouve sous forme de micro-nanoparticules, puisque sa particularité, c'est qu'il ne se dégrade jamais vraiment, il va se morceler. Et c'est là un des problèmes majeurs du plastique. Et face à ce fléau, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a adopté une résolution il y a un an. Alors, ça pourrait déboucher sur un traité international. Expliquez-nous ce qui peut se passer. Oui, on espère que ça va déboucher sur un traité international. Effectivement, 175 pays ont signé cette résolution en mars 2022 pour justement aller vers un traité qu'ils veulent juridiquement contraignant, et ça c'est quand même une bonne chose, pour mettre fin à la pollution plastique. Donc c'est vraiment très ambitieux. Il y a un petit peu de différentes forces en présence qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a certains pays qui sont au sein d'une coalition à haute ambition qui veulent vraiment que ce traité soit contraignant et qu'il travaille sur tout le cycle de vie du plastique, c'est-à-dire de l'extraction du pétrole à la fabrication du plastique, à son utilisation et à sa fin de vie. Et il y a d'autres pays qui souhaiteraient que ce soit moins contraignant, évidemment. Pourquoi le CESE s'empare de ce sujet ? En fait, le CESE, c'est une chambre consultative, une assemblée consultative qui représente la société civile organisée. Et donc, la pollution plastique est un sujet d'actualité, malheureusement, ça fait des années que c'est un problème. Voilà, donc la société civile, par ses organisations, notamment ces associations de protection de l'environnement, font ce constat qu'il faut agir. Il y a beaucoup de pays qui ont différentes législations qui permettent évidemment de travailler pour réduire cette pollution plastique, mais ça nous semblait important d'aider la France et l'Union européenne à avoir des positions de négociation qui déjà mettent la société civile organisée d'accord. Surtout qu'il va y avoir un round de négociations bientôt à Paris. Je crois que c'était à la fin de ce mois de mai. Comment ça se passe? Tiens, c'est quoi un round de négociations pour passer d'une résolution à un traité? Alors, la résolution, en plus, était très ambitieuse puisqu'ils ont dit qu'il fallait que le traité soit signé d'ici fin 2024. Donc, 5 réunions de négociation auront lieu. La première a eu lieu en novembre dernier en Uruguay, la prochaine donc aura lieu à Paris comme vous l'avez dit, et ensuite il y en aura 3 autres pour travailler et élaborer ensemble ce traité. Donc voir sur quoi les pays s'accordent, que ce soit sur les objectifs à atteindre, sur le type de traité et de texte juridique à mettre en place et surtout la question du financement.
Et qui est présent? C'est pas au niveau, j'imagine, ministériel? Ce sont des conseillers, des représentants de chacun des États? Comment ça se passe? Ce sont des négociateurs. En fait, comme c'est un cadre onusien, c'est l'Union européenne qui va négocier. Et donc, la France sera un des États membres qui aidera l'Union européenne à avoir une ambition, une position la plus ambitieuse possible. Alors, il y a des préconisations du Conseil économique, social et environnemental pour justement faire en sorte que ce traité soit le plus ambitieux et donc, on l'a bien compris, le plus contraignant possible. Quelles sont vos préconisations ? Alors, je ne vais pas toutes vous les lister car nous avons élaboré une vingtaine de préconisations, mais en fait, on les a organisées en 3 axes. Le premier axe, c'est vraiment pour fixer des objectifs contraignants et précis. Donc là, par exemple, nous avons une des premières préconisations a été proposition de stabiliser puis réduire la production plastique, puisque l'OCDE que nous avons auditionné estime qu'en 2019, il y a 460 millions de tonnes de plastique qui ont été produites, et si on ne fait rien, ils estiment que cette production va être multipliée par 2,5 d'ici 2060. Donc déjà, il faudrait réduire cette production plastique. Nous avons mis des préconisations sur l'interdiction de certains additifs, de groupes d'additifs qui pourraient être toxiques et néfastes pour la santé humaine et l'environnement. Une interdiction des plastiques à usage unique. Ensuite, un deuxième axe était vraiment sur la forme juridique du traité. Donc nous préconisons de partir sur un texte type protocole de Montréal qui, je vous le rappelle, a été mis en place dans les années 80. C'était pour lutter contre les CFC, ce gaz qui détruit la couche d'ozone. Donc c'était un cadre qui avait fonctionné. Et ensuite, le troisième axe, c'est vraiment associer les parties prenantes et la société civile dans ces négociations, et enfin mettre en place des financements, donc créer un financement qu'on appelle ad hoc, vraiment pour lutter contre cette pollution plastique, et mettre en place le principe du pollueur-payeur, avec notamment la responsabilité élargie des producteurs qui pourrait être mise en place dans tous les pays. Et là, on peut effectivement s'inspirer de ce qui se passe en France, puisque la responsabilité élargie du producteur, elle s'installe dans différents secteurs et on voit son efficacité. D'ailleurs, c'est parfois un casse-tête pour les entreprises du secteur, au moins dans les premiers mois de mise en place. Est-ce que, par exemple, on calcule l'empreinte carbone, on en parle souvent dans cette émission, est-ce qu'on peut calculer une empreinte plastique comme on calcule une empreinte carbone ? Alors, je vous remercie de cette question parce qu'effectivement, c'est une de nos préconisations qui est un petit peu innovante, puisque quand on parle de plastique, on parle souvent des bienfaits du plastique, car effectivement, il y en a. On peut baisser le poids des produits, donc dans le transport, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc il y a moins de gaspillage alimentaire, donc le plastique a de nombreux avantages. Mais comme je vous disais, on ne peut pas réfléchir de la même manière sur un produit plastique que sur les autres produits, puisqu'il y a ce problème de dégradation et de l'impact que peut avoir cette matière sur tout le cycle de vie. C'est-à-dire il peut y avoir des pertes de plastique, de granulés de plastique, on en retrouve un petit peu partout lors du transport, lors de la fabrication. Et donc, l'idée, c'était de dire il faudrait en complémentarité de ce bilan carbone, mettre en place une empreinte plastique pour faire un peu un bilan plastique et voir les externalités négatives que ce plastique apporte également. Et on a les outils pour calculer cette empreinte plastique aujourd'hui? Il suffit de prendre la décision ou il faut encore un peu améliorer ou inventer ces outils? Il faut encore un peu améliorer et inventer ces outils, évidemment, et puis il faut que la définition soit partagée par tous les pays. Donc c'est pour ça qu'il nous semblait important aussi que la science soit mise un petit peu au cœur de ces débats lors des négociations, pour qu'il y ait une définition harmonisée et que les pays utilisent cet outil partagé et que ce soit le même évidemment entre les différents pays, puisque le plastique voyage beaucoup. Je crois qu'on a 80% du plastique qui voyage, donc il va falloir qu'il y ait une homogénéisation des différentes normes à appliquer sur ce produit. Dernier mot sur l'aspect contraignant, vous avez insisté là-dessus. Pour que ce soit efficace, il faut que ce traité soit contraignant.
Et il y a eu malheureusement des exemples de traités qui ne l'étaient pas suffisamment. Est-ce que vous avez bon espoir ou est-ce que vous sentez que on va dire le lobby qui freine est trop puissant aujourd'hui ? Alors, je suis de naturel optimiste, donc moi j'ai bon espoir, mais il est vrai qu'en plus, dans ce contexte international qui est quand même sous tension en ce moment, avec des crises inflationnistes, des conflits armés dans différents pays, tout l'enjeu va être là-dessus. Il faut que les gouvernements qui vont négocier gardent à l'esprit que la pollution plastique est un peu, alors beaucoup disent c'est une bombe à retardement. On a quelques études qui montrent que on peut retrouver des nanoparticules de plastique dans le sang, dans le lait maternel. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'études réelles qui montrent s'il y a un impact. Mais nous appliquons le principe de précaution en tout cas. Mais voilà, il faut vraiment que les gouvernements aient une position assez ferme sur cette question, puisqu'il faudrait quand même ne plus avoir ce fléau sur Terre. Merci beaucoup Nathalie Van den Broek et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat. On parle immobilier, comment développer l'immobilier sans artificialiser les sols. Comment rendre nos villes plus durables, nos constructions plus éco-responsables? C'est le thème de notre débat avec Olivier Seu. Bonjour, vous êtes responsable de l'immobilier chez Mirabeau Asset Management. À vos côtés, Gérard Lodetti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général délégué de Link City France. Allez, on présente vos entreprises respectives pour commencer. Mirabeau Asset Management, dites-nous tout. Mirabeau, c'est un groupe bancaire suisse qui a 200 ans d'histoire et qui a développé ses activités aussi bien dans l'univers de la banque privée, l'activité historique, et puis l'univers de la gestion d'actifs. Ça, c'est plus récent, c'est il y a une quinzaine d'années à peu près. Et au sein de cette activité gestion d'actifs, nous avons développé un volant d'activité autour de l'immobilier. Et l'illustration la plus récente du développement de cette activité, c'est le partenariat qui a été conclu avec Link City. Et cette dimension d'immobilier durable, elle rentre dans votre stratégie depuis combien de temps ? Depuis le début. Pour notre département immobilier, ça fait près de 4 ans désormais qu'on a cette thématique en ligne de mire. On sait tous qu'on doit se diriger et accélérer sur les sujets de la neutralité carbone. Et donc, dès le lancement de notre activité, on a eu en ligne de mire, en tête, de développer ça autour de cette thématique du développement durable. Gérard Lodetti, présentez-nous Link City France, filiale de Bouygues Construction, c'est ça ? C'est bien ça. Nous sommes le développeur immobilier ou le promoteur immobilier de Bouygues Construction. Nous sommes filiale de Bouygues Construction. Nous sommes une entreprise qui intervient sur l'ensemble des secteurs d'activité en immobilier. Donc, on n'est pas spécialiste d'un produit particulier comme le logement. On est capable de faire du bureau, des cliniques, des hôpitaux, des maisons de retraite, des logements étudiants. Donc, nous sommes assez généralistes dans notre façon d'intervenir sur l'immobilier. Nous avons 300 collaborateurs présents sur toute la France, 30 implantations. Nous existons depuis 35 ans. Et nous avons développé un modèle qui nous différencie des autres promoteurs immobiliers en France. Comment ? On a 3 caractéristiques principales. La première, c'est que nous sommes des spécialistes du B2B, c'est-à-dire que tous nos clients sont des professionnels. Nous ne faisons pas de vente aux particuliers. Deuxième caractéristique, c'est que nous sommes très proches des collectivités et des territoires, avec un sens aigu de la relation avec les décideurs locaux. C'est ce que nous appelons le B2T, par analogie au B2B, donc le business tout territoire. Et enfin, pas des moindres, c'est le fait que nous sommes dans un modèle intégré avec le constructeur, puisque toutes nos opérations sont construites par Bouygues Bâtiment France, filiale aussi de Bouygues Construction. Voilà, c'est ce qui nous différencie des autres acteurs. Avec un défi qui est quand même particulièrement compliqué à relever pour le secteur. Alors, il y a d'abord le fait que 40% des émissions mondiales de CO2 proviennent du secteur du bâtiment, donc c'est à la fois une partie du problème, mais forcément un levier de solution, donc ça ouvre des perspectives, mais c'est surtout ce défi, et je reste avec vous Gérard Lodetti, c'est qu'il y a une demande de logement qui est croissante, mais une volonté, même une interdiction d'artificialiser encore un peu plus les sols et nos villes. Donc là, il y a une équation qui est compliquée à tenir pour vous. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous avons créé ce partenariat. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est que nous nous sommes rendus compte que... nous sommes déjà convaincus que la ville doit se reconstruire sur elle-même,
La ville se reconstruit sur elle-même, Voilà. c'est ça le principe. Elle doit et elle peut. Oui. Nous en sommes convaincus. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir générer des sites constructibles sur des sites déjà artificialisés Oui. pour aller justement dans le sens de la zéro artificialisation des sols en France. Donc pour ce faire, il faut être capable de prendre des positions sur des terrains de cette nature. Et les terrains de cette nature, on a fait le constat qu'ils sont souvent propriétés de propriétaires privés. Oui. Voire d'entreprises, et qui sont bien souvent, quand elles prennent la décision de vendre, cette décision est prise avec une volonté de reconstruction de leur trésorerie. Donc ils ne sont pas dans la possibilité d'attendre 2 ans, 3 ans que les permis de construire soient obtenus, puisqu'en France, le modèle quand même traditionnel de la maîtrise foncière, c'est ça. Donc il faut être capable de faire le chèque très vite et de prendre le risque. D'accord. Et c'est pour ça que nous avons créé ce partenariat avec les équipes de Mirabeau, telles que Olivier les a présentées. C'est que par cette association, nous disposons des capitaux que amène Mirabeau et nous du savoir-faire de la construction. Alors, présentez-nous ce partenariat, Olivier Seux. Oui, je voudrais juste revenir sur cette question de la provenance en fait, des capitaux. Ouais. Si on regarde le paysage des fonds immobiliers, l'immense majorité d'entre eux sont des fonds de rendement locatif. Vous achetez un immeuble, typiquement de bureau, et puis des loyers vont être versés, et le rendement pour l'investisseur va être assuré par les loyers. Donc ça, c'est un système qui fonctionne très bien, pour lequel il y a toute l'épargne nécessaire. Et puis il y a un autre compartiment, qui est celui de la transformation des actifs, et c'est précisément l'objet du partenariat. Et ce compartiment-là, notre conviction, c'est qu'il est sous-financé. Et donc ce que nous avons voulu faire, c'est drainer des volumes significatifs d'épargne institutionnelle, provenant d'assureurs, de caisses de retraite, de fonds de pension, vers cette activité de la transformation de la ville, parce que nous sommes intimement convaincus qu'il faut que nous accélérions tous ensemble. On est en ligne de mire 2050, neutralité carbone. On ne va pas assez vite. Tous collectivement, la société collectivement ne va pas assez vite. Il faut accélérer. Et pour ça, il y a 2 leviers. Le premier, c'est faire évoluer les réglementations, les procédures pour accélérer. Et le deuxième levier, c'est drainer de l'épargne institutionnelle provenant des assureurs, des fonds de pension, des caisses de retraite, vers ces sujets de transformation de la ville. Ça suppose une capacité à prendre des risques que les investisseurs ne prennent pas habituellement et dont nous pensons qu'en les gérant sur une échelle suffisamment profonde, suffisamment large, il est possible de financer ces activités et d'assumer ces risques-là. Et donc, voilà ce qu'on a voulu faire. ensemble, vous mettez 100 millions d'euros sur la table, c'est ça? C'est ça, Ouais. absolument. Et donc, sur ces 100 millions, effectivement, 80 millions proviennent de l'épargne réunie par Mirabeau et 20 millions par les fonds apportés par Est-ce que c'est un partenariat original ou même, pour ne pas dire, unique sur le marché, ce que vous êtes en train de lancer? Très clairement, oui, mais ça répond à une thématique qui est d'émergence assez récente. En réalité, il y a 10 ans, le sujet ne se posait pas dans les mêmes termes. La réglementation, la législation a évolué. Gérard a évoqué les lois sur l'artificialisation des sols, où on est beaucoup plus exigeant aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 10 ans. De la même manière, la pression qui s'exerce sur les propriétaires d'actifs pour restructurer les immeubles, pour les porter à un niveau d'efficacité supérieur, cette pression est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle n'était il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, ce partenariat n'aurait pas eu de sens. Aujourd'hui, compte tenu du paysage réglementaire et du contexte de marché, c'est une nécessité. Ce programme s'appelle Néapoli, c'est ça? Ça veut dire quoi, Néapoli? Ça veut dire renouveau de la ville, c'est du grec, c'est ça? C'est renouveau Absolument. de la ville, voilà. Renouveau de la Ça ville. illustre bien ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'être capable de reconstruire la ville sur la ville en prenant des positions sur des fonciers déjà existants et déjà artificiels. Alors, donc, si on rentre un peu dans le concret, c'est quoi? C'est on prend un immeuble de bureau qu'on va réhabiliter, qu'on va transformer, c'est... C'est exactement ça, Ouais. et ça peut être aussi des friches industrielles, tout Bien simplement, sûr, c'est-à-dire bien sûr. des sols déjà artificialisés sur lesquels il n'y a pas forcément de bâti, ou bien un bâti qui est destiné à être démoli. Voilà. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de se positionner sur des sols qui sont déjà artificialisés, qui ont déjà été utilisés, donc on va retravailler le site pour faire émerger une opération nouvelle. Et il y a un potentiel suffisant pour répondre à... Parce que je reviens au constat de départ, répondre à cette demande croissante de logement? Oui, c'est ce que je disais. De plus en plus, les propriétaires cherchent à vendre leurs actifs avec une rentrée d'argent immédiate. Je parlais des privés, mais on voit aussi que l'État et certaines collectivités sont aussi confrontés à ce genre de situation, c'est-à-dire à se séparer de certains actifs tout en récupérant l'argent rapidement.
Donc, et de plus en plus. Pareil, il y a 10 ans, ce n'est pas des choses que l'on voyait régulièrement. Donc c'est une vraie nécessité sur le marché. C'est pour ça que Link City a fait le choix de créer ce partenariat, parce que sans cet outil, nous n'étions pas capables de répondre à ce type de demande des propriétaires. Ouais. Et puis on voit aussi que les collectivités, elles n'ont pas toutes aussi les moyens financiers de faire de la réserve foncière, c'est-à-dire dire, j'achète le terrain, je préempte, et puis je vais attendre et je ferai le projet que j'ai envie de faire à cet endroit-là. Donc ce partenariat, ce produit-là, est aussi à destination et au service des collectivités, en leur disant, nous, on est capable d'acheter pour vous, tout en développant avec vous le projet que vous avez envie de voir sur ce terrain-là. Et donc cet objectif de lutte contre l'artificialisation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Olivier, il y a des projets qui ne se feraient pas, là, dans les prochaines années, sans le système que vous êtes en train de mettre en place? Oui, ou qui se ferait beaucoup moins vite, qui passerait moins l'échelle, quoi? C'est à la fois une question de rapidité d'exécution et de savoir-faire. Et très clairement, nous avons choisi Link City parce que Link City est un opérateur de tout premier plan qui dispose d'un savoir-faire à la fois dans la conception des projets, dans la conception de quartiers entiers de villes et dans la conduite des relations avec les collectivités sans lesquelles rien ne peut se faire. Et donc, il y a un enjeu de savoir-faire et un enjeu d'accélération. Et j'irais au-delà, sur le plan de l'urbanisme, on sait tous qu'il faut que nous allions vers plus de densité. Dès lors qu'on dit qu'on arrête l'artificialisation des sols, qu'il faut construire plus de logements, il nous faut plus de densité dans les grandes agglomérations. Donc comment fait-on dans un contexte où les populations, globalement, sont hostiles à la densité? Eh bien, il faut du savoir-faire pour savoir créer des quartiers de ville, recréer des quartiers de ville où on a à la fois une densité et une qualité de vie préservée, voire améliorée. Et notre conviction, c'est que Link City sait faire ça dans son dialogue avec les collectivités. Alors justement, un immeuble, quand on construit un immeuble sur l'immeuble, reconstruire la ville sur la ville, qu'est-ce que les nouveaux immeubles ont de différent, fondamentalement, de ceux qui étaient là avant? Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est l'ambition bas carbone. C'est-à-dire que toutes les opérations que l'on construit aujourd'hui sont avec une diminution de notre empreinte carbone radicale. C'est-à-dire qu'on suit la réglementation actuelle, la fameuse réglementation environnementale 2020, qui a des seuils progressifs, c'est-à-dire qui va exiger que les constructeurs et les promoteurs diminuent leur empreinte carbone tous les 3 ans avec des seuils de plus en plus contraignants. Donc toutes les opérations que nous développons dans ce cadre-là sont respectueuses bien sûr de cette réglementation, mais avec un temps d'avance, c'est-à-dire qu'on s'obligera même à être conforme à la réglementation de 2025, voire plus. Donc ça veut dire que toutes les opérations nouvelles qu'on va développer seront vertueuses sur le plan du carbone, bien évidemment. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up en pleine lumière comme tous les jours. Smart Ideas avec Bénédicte Guénégan, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes la fondatrice de Mood Walk, créée l'an dernier. Avec quelle idée? C'est quoi Mood Walk? Alors l'idée initiale, je suis une fan absolue de chaussures et notamment de baskets. De sneakers. De sneakers. Et je cherchais des sneakers avec des messages inspirés et inspirants et qui étaient éco-conçus. Ne trouvant pas chaussures à mon pied, j'ai décidé de les créer. D'accord. Alors, une basket avec des messages inspirés, inspirants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des messages écrits dessus? Ça veut dire c'est quoi? Absolument. Il y a 2 modèles de basket pour le moment. Et donc, il y a des straps amovibles qui sont soit sur le côté, soit sur le haut des baskets, avec des messages qui peuvent porter sur la planète, les femmes, ou qui sont des messages positifs. D'accord. Et donc, avec un choix des quand on parle d'éco-conception, un choix des matériaux qui est évidemment important. Quel choix vous avez fait? Alors moi, j'ai opté pour le maïs, c'est-à-dire que l'extérieur des baskets sont réalisés avec une matière qui a été confectionnée à partir de maïs, avec 78% de matière organique. C'est une des proportions les plus élevées sur le marché. Il y a d'autres types de matières. Il y a le raisin, par exemple. Il y a la pomme. Il y a l'ananas. Il y a le cactus. Mais je cherchais à la fois une matière qui était cultivée dans un pays proche. Donc ça, c'est une matière qui vient d'Italie. Et aussi une usine qui respectait le plus possible la planète, c'est-à-dire qu'ils réutilisent l'eau, ils utilisent
des énergies renouvelables. Et pour moi, c'était aussi la matière la plus durable dans celle que j'ai testée et qui esthétiquement ressemblait complètement à du cuir. Ouais. Honnêtement, c'est assez indiscernable. C'est assez étonnant. Et donc, ce sont des baskets véganes, c'est le terme qu'on emploie. Il n'y a pas de matière, aucune matière animale dans la confection de ces baskets. Je vous disais, l'extérieur Ouais. est réalisé à partir de maïs. La doublure, c'est également réalisé à partir de maïs. Les semelles contiennent du caoutchouc recyclé, Oui. les lacets sont en coton recyclé, le packaging est en carton recyclé, Oui. tout a été pensé. Est-ce que c'est si simple? C'est-à-dire que vous créez l'entreprise, c'est une toute jeune entreprise, il faut cocher les cases en quelque sorte, mais est-ce que ça a été facile de trouver la filière, le partenaire, les partenaires? Alors, les matières, j'ai fait pas mal de salons, dont Première Vision, qui est un salon de référence en France, en matière de textile et de chaussures. Les matières, je les ai testées assez longtemps. Donc, j'ai fait des premiers prototypes également en raisin et en pomme. C'est pour ça que j'ai opté pour le maïs. Après, ce qui est assez compliqué, c'est de trouver un atelier partenaire. Donc, elles sont assemblées à la main au nord de Porto. Donc, de trouver l'atelier qui accepte de faire des petites séries, de faire confiance à une jeune marque et qui a le niveau de qualité que j'attendais. Et c'est vrai qu'il y a très très peu de chaussures qui sont fabriquées en Europe. Je pense que c'est moins de 2,8%. Ouais, c'est ça, c'est moins de 3%. Donc, que ce soit le maïs ou les autres matériaux que vous utilisez, c'est quoi? Ce sont des coproduits? C'est du maïs qui est non alimentaire? D'où il vient? Parce que c'est un vrai débat, ça. Si on commence à produire, à utiliser de la terre agricole pour faire autre chose que de l'alimentation, c'est quand même une question. Donc, non, excellente question. C'est du maïs non alimentaire, cultivé sans pesticides et qui pousse en Italie. Et ce qui était un de mes critères de choix aussi, c'était la proximité des cultures. D'accord. Il y a aussi un engagement sociétal dans votre démarche avec l'association Tout à l'école. Absolument. C'est quoi Tout à l'école? Alors, Tout à l'école, c'est une association formidable qui permet aux jeunes filles khmer, cambodgiennes, d'aller à l'école, sachant que c'est un pays qui est extrêmement pauvre. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une mission humanitaire qui m'a beaucoup marquée dans ce pays. C'est un pays auquel je suis très attachée. J'accompagne des enfants depuis tout le temps. Et pour chaque paire de baskets achetées, 2 € sont reversés à cette association. Donc, c'est quoi? C'est une sorte c'est un concept de basket ou de sneakers solidaires, d'une certaine façon? C'est aussi ce que vous proposez à vos clients? Elles sont éco-conçues, solidaires et engagées à travers les messages qui sont affichés. Donc, on en parlait tout à l'heure. Vous avez des messages comme... pas besoin de talons pour être à la hauteur. Ils sont en français ou en anglais. Réchauffe mon cœur, pas la planète. Il y a une vingtaine de messages possibles qui sont aussi l'opportunité de partager ses convictions, d'initier un débat. Et donc, le mode de distribution, le site vient d'ouvrir, c'est ça? Exactement, mood-walk.com. Et je discute en ce moment pour un pop-up de 3 mois à Paris et bientôt avec des magasins. Eh ben, on suivra ça. Merci beaucoup, Bénédicte Guénégan, d'être venue nous présenter Mood Walk. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier les équipes qui m'accompagnent, Louise Perrin à la production et à la programmation avec Marie Billa à ses côtés, la réalisatrice Alice Pitavi et Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Je vous dis à demain. Salut.